Montréal possède le plus long réseau de métro entièrement souterrain au monde. Il sillonne la ville depuis 1966 et dessert 68 stations, dont les noms rappellent 4 siècles d'histoire et de culture de la métropole française des Amériques. Directement du plateau Mont-Royal, vous regardez Montréal bouche à bouche, la série qui vous parle de Montréal par les bouches de son métro. Dans cet épisode, on descend à la station Laurier, au cœur du plateau. Après un brunch gargantuesque qui nous mène à bon port, on emboîte le pas des élèves de l'École supérieure de ballet du Québec. Sans lever le pied, on s'élève l'esprit à l'église Saint-Enfant-Jésus du Maryland, puis on rend hommage aux pompiers auxiliaires de Montréal. L'histoire du service des incendies nous est contée, tandis que la parade défile toute sirène hurlante. De l'École nationale de théâtre au géant du jeu vidéo Ubisoft, en passant par le conservatoire, l'épisode Laurier met Montréal en musique. Bienvenue à bord. Prochaine station, Laurier. Station Laurier. Métro, dis-moi qui est la plus belle. Contrairement aux belles qui fréquentent ces parages au beau jour de l'été, la station Laurier ne possède pas un charme fou. Stationnaire, utilitaire, un mobilier urbain destiné à l'usage courant. Particularité, 2 entrées, l'une rue Laurier, l'autre boulevard Saint-Joseph. Maintenant qu'on a captivé votre attention, laissons au montage et aux images le soin de faire l'éloge visuel de cette station qui ne paie pas de mine, mais qui, mine de rien, est un lieu de passage obligé et quotidien fréquenté par une peuplade urbaine unique au monde, les Montréalais. Ils ont l'air pressés comme ça, mais c'est un comportement exclusivement souterrain. Sitôt qu'ils ont émergé à la surface, les Montréalais retrouvent la zen attitude. Nous sommes sur le plateau, ce qui renvoie à Platon, dont la philosophie politique considérait que la cité juste devait être construite selon le modèle du bien en soi. Depuis longtemps, les Montréalais l'ont compris. Ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau Mont-Royal est plutôt une sorte de ciment urbain relativement homogène qui unit d'anciens villages, dont celui du Coteau-Saint-Louis. Également appelé village des Carrières, Coteau-Saint-Louis se situe au nord de la rue Laurier, au sud du chemin des Carrières entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert. Comme son nom l'indique, le petit village de Coteau-Saint-Louis domine un minuscule coteau que le développement urbain n'a jamais rasé, pas plus qu'il n'a éradiqué l'esprit village qui fait tout le charme du plateau. Quelques belles maisons du 18e et du 19e siècle ont été préservées du pic des démolisseurs, ce qui nous amène tout naturellement au grand bâtisseur que fut Wilfrid Laurier, premier Canadien français à occuper le poste de premier ministre du Canada entre 1896 et 1911. Un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Quelques images d'antan ravivent les mémoires qui chancellent. Annexée à Montréal en 1893, l'ancienne municipalité de Coteau-Saint-Louis était connue comme le village des Pieds-Noirs, en référence aux ouvriers qui travaillaient dans les nombreuses carrières du secteur, d'où était extraite la pierre calcaire grise utilisée dans la construction de nombreux édifices montréalais. La pierre de Montréal, une roche calcaire très résistante qui n'est pas affectée par la gelée, est omniprésente sur la rue Laurier, rappelant le souvenir de sa longue carrière dans l'extraction de pierre. Le laurier désigne également un arbre aromatique dont les feuilles servent à parfumer de nombreuses recettes de cuisine. Quant au pyrrhus, il désigne la famille des poiriers, qui donne la poire, ce savoureux fruit de forme oblongue, aminci vers la queue et généralement jaune à maturité. Si l'on insiste sur la poire et la verdure, c'est qu'on s'apprête à plonger dans un univers où le règne végétal n'a pas racine.
L'ardoise annonce les couleurs, le brunch sera rose cochon. Végétarien, vous voilà prévenu. Notez que la verdure est à l'extérieur du bistrot et sur la couverture du menu. Quant à la typographie, l'utilisation de caractères gras ne doit pas être considérée comme un incitatif à commander la spécialité maison, le porc à la à la broche. Tandis qu'à la cuisine on s'affaire, rétablissons les faits. Pyrrhus désigne en fait le propriétaire des lieux, Renaud Poirier, qui a acquis ses galons de cuisinier dans des restaurants étoilés, ainsi qu'au Cirque du Soleil où, en tant que chef de cuisine, il avait la mission de nourrir les acrobates. Admirez d'ailleurs ce double salto couronné de la touche du chef. Au bistrot Pyrrhus, tout est fait maison. Le jambon provient de la porcherie Ardenne, une entreprise familiale québécoise qui fleure bon les verts pâturages. Produits frais du terroir, service impeccable, la fine fleur des restaurants de quartier à Montréal. Au bistrot Pyrrhus, les estomacs ne désemplissent pas. Trinquons à la santé vasculaire de l'humanité avant d'attaquer le brunch le plus cochon en ville. Sur ces images d'humanité sustentée qui laissent présager les plus doux instants pour notre couple du dimanche, il convient de rappeler cette citation de Voltaire: « La manière dont on digère décide presque toujours de notre manière de penser. » Laurier, Christophe Colomb? Pas de problème, je te retrouve là dans 5 minutes, gros max. Ben non, je t'appelle pas gros max, là. Je dis gros max comme dans gros maximum, là. Mais non, je te trouve pas gros, arrête, là. C'est ça, la plus. Le gros. Il y a des gens susceptibles. Avez-vous remarqué, quand on dit Laurier, Christophe Colomb, les gens pensent tout de suite à l'intersection, jamais au personnage. Personne ne pense à Wilfrid, la face sur des billets de 5 ou Christophe, le découvreur de l'Amérique. D'après moi, c'est leur nom de famille, hein? Je pense que si on donnait rendez-vous aux gens au coin de Wilfrid et Christophe, tout de suite, ça rendrait les rapports plus cordiaux, je trouve. Ouais, je vais rappeler le gros. Le parc, c'est l'âme d'un quartier. La multitude rassemblée en communion spirituelle avec la nature ou ce qui en subsiste dans l'écheveau de la trame urbaine. Privés d'été 9 mois par année, les Montréalais sont des bêtes assoiffées de soleil, de chaleur et de gazon. Depuis que le parc Laurier s'est doté d'un accès Internet sans fil, on y vient pour travailler sur son ordi ou naviguer sur la toile pour se retrouver au bout du monde, alors qu'on est très bien ici. Allez comprendre. Même quand l'activité n'était pas prévue au programme, la farniente dans un parc reste l'un des petits plaisirs non coupables de la vie citadine. Quant à la vie canine, les images que nous avons captées ne révélaient pas une existence trop misérable. Aménagé à l'emplacement d'une ancienne carrière de pierre, le parc Sir Wilfrid Laurier est l'une des rares enclaves de verdure du plateau Mont-Royal. Tous les petits pour qui l'important n'est pas encore d'avoir un toit, mais un espace de jeu et de vie, en ont fait leur lieu de passage obligé. Pour ne pas oublier que nous ne sommes pas juste à Montréal, mais aussi en Amérique, un buste d'Isabelle la Catholique, reine de Castille et d'Aragon, a été offert par l'Institut de culture hispanique à la ville de Montréal en 1959. Il rend hommage à la souveraine au nom de laquelle Christophe Colomb prend possession des Indes occidentales en 1492. L'Amérique est née. Le spectacle peut commencer. Ludmila Chiriaev, la légende. L'artiste russe formé à Berlin a créé en 1966 le premier établissement du Québec voué à la formation professionnelle des danseurs, l'Académie des grands ballets canadiens. Quant à Eva von Gensi, née à Budapest en 1924, elle sera avec Eddie Toussaint, cofondatrice des Ballets Jazz de Montréal. Deux grandes dames pour un grand art dont la tradition se perpétue sur la rue Rivard,
où loge l'École supérieure de ballet du Québec, ainsi que la troupe des Grands Ballets canadiens de Montréal. Petit danseur deviendra grand. La danse est une affaire de cœur, de persévérance et de passion. Surnommé le maître des maîtres, Daniel Sellier enseigna la danse pendant presque 20 ans aux nombreux jeunes talents de l'École supérieure. Pionnier de la danse au Québec, Fernand Naud a chorégraphié le célèbre Casse-Noisette que présentent les Grands Ballets canadiens à l'approche de Noël tous les ans depuis 1964. Grâce à ces hommes, artistes et pédagogues d'exception, la tradition d'excellence se perpétue dans les studios de l'École supérieure de ballet du Québec. La relève chorégraphie déjà l'avenir. Sise dans les murs de l'École supérieure, la Bibliothèque de la danse Vincent Warren détient la plus importante collection spécialisée en danse du Canada et l'une des plus importantes dans le monde. Quand les danseurs ne dansent pas, ils s'imprègnent de l'histoire de leur art en compagnie de légendes. Ancien danseur étoile des Grands Ballets canadiens, décoré de l'Ordre du Canada, récipiendaire du prix Denis Pelletier, Vincent Warren est un collectionneur insatiable, passionné de l'histoire de la danse. Pour rendre hommage à Vincent Warren et le remercier d'avoir fait don de ses collections, l'École supérieure de ballet a donné son nom à la bibliothèque où sont conservés les trésors qu'il a légués à la postérité. Chaque année, à la fin mai, le spectacle annuel de l'École supérieure de ballet du Québec met en lumière l'ampleur du travail accompli par les élèves du programme professionnel qui mène à une carrière de danseur sur les plus grandes scènes du monde. Tableau final qui cristallise tous les espoirs et toutes les ambitions, la persévérance au service d'un art essentiel. Danser, disait Pina Bausch, sinon nous sommes perdus. Je sais pas si vous avez pris le métro de Montréal récemment, mais je trouve que depuis que les gens se parlent moins, les agressions verbales ont beaucoup diminué. Ben, comme quoi, si on veut pas dire du mal de son prochain, le mieux, c'est de se taire. C'est comme les agressions physiques. Tant qu'il n'y a pas de contact, il y a moins de risques. En tout cas, dans le métro de Montréal, là, les gens sont tellement zen qu'on n'a jamais eu à déplorer le moindre cas de rage au volant. Quelque chose. Une agression est toujours le fruit de la crainte et de l'insécurité. Bienvenue à l'Aikikai de Montréal. Il est situé sur la rue Rivard, juste à côté de l'École supérieure de danse du Québec. Mais ici, on ne danse pas. La puissance, la souplesse et la concentration s'expriment autrement. Développé au Japon, l'aïkido est un art martial qui ne combat pas la force par la force où ne se manifeste aucune concurrence et aucune agressivité. Sa pratique consiste à découvrir les lois fondamentales du mouvement. La position idéale, c'est un équerre. Comme ça, j'envoie mon poing en arrière. Il n'y a rien à prouver durant la pratique. Il faut apprendre à diriger l'énergie pour éviter les blessures éventuelles. J'aime ça.
En absorbant, je le redirige. Si vous attendiez la chute, la voici. L'aspect physique de l'art martial n'est pas son aboutissement. Le but ultime est d'acquérir une conduite de vie irréprochable. Les techniques d'aïkido ne sont pas seulement un système d'autodéfense, mais bien le moyen d'harmoniser le corps et l'esprit dans une discipline qui prône le respect de la vie et développe chez le pratiquant la spontanéité, la vitalité et la sincérité. Plein feu sur le boulevard Saint-Joseph, l'une des plus belles artères de Montréal. Avec la montagne en toile de fond et ses deux larges travées bordées de grands arbres, le boulevard rivalise d'élégance avec ses homologues parisiens. À son ouverture, vers la fin du 19e siècle, on l'appelait simplement le boulevard, tant il était unique. Saint-Joseph est venu plus tard, la Vierge Marie et l'Enfant Jésus aussi, mais ça, c'est une autre histoire vieille de 2000 ans. Avance rapide jusqu'à nos jours pour découvrir quelques-unes des plus belles façades du boulevard Saint-Joseph qui composent une véritable bible de l'architecture résidentielle montréalaise. Le boulevard Saint-Joseph, cette voie royale où il fait si bon déambuler, fut conçu par l'architecte et ingénieur civil Joseph-Émile Vanier, un homme qui voyait grand. Amateur de belles femmes et de bon vin, Vanier est devenu millionnaire en fréquentant quelques grands noms de son époque, dont le magnat des chemins de fer William Van Horn. Vanier, un homme de goût, visionnaire et ambitieux, avait prévu que les seules fonctions du boulevard seraient résidentielles et institutionnelles. Ne cherchez donc pas d'enseigne commerciale ou quelque autre échoppe sur Saint-Joseph, le saint patron des charpentiers n'est pas fait de ce bois. Angle colonial et Saint-Joseph se dresse l'ancienne école de l'Enfant Jésus, érigée en 1912 par l'architecte montréalais Joseph d'Albévillot, qui conçut également les plans de l'oratoire Saint-Joseph en collaboration avec Joseph Venn. Depuis 1984, le bâtiment héberge la coopérative d'habitation au pied de la montagne. Angle Saint-Laurent et Saint-Joseph, encore un Joseph, l'architecte montréalais Joseph Venn, celui-là même qui a dessiné l'oratoire Saint-Joseph, a également conçu Saint-Enfant Jésus. Enfin, il a conçu sa façade, là, puisque le Saint-Enfant, lui, est le fruit de l'Immaculée Conception. Située sur la rue Saint-Dominique, l'église Saint-Enfant-Jésus marque le cœur historique du village de Saint-Louis-du-Maryland. Elle se distingue par l'exubérance de sa façade en pierre sculptée qui rappelle le style baroque latino-américain. Ce qu'il y a de bien avec les églises, c'est que lorsqu'on s'en approche d'assez près, on pourrait être n'importe où dans le monde. Les vitraux qui ornent la coupole ont été réalisés par l'artiste verrier Delphis Adolphe Beaulieu, qui travailla à Montréal à la fin du 19e siècle. Lumineuse église dont la décoration s'inspire de la Renaissance italienne. Même si d'importants éléments furent supprimés dans les années 1960, Saint-Enfant-Jésus a conservé l'essentiel. Ses vitraux, aux dessins minimalistes, ornés de bordures colorées et richement ornementés. Grandiose église, avec sa nef à 3 vaisseaux, ses 2 tribunes, son chœur en saillie et sa voûte en arc de plein cintre. Les plus grands artistes de leur temps ont contribué à la beauté de la décoration intérieure de Saint-Enfant-Jésus, dont Ozias Leduc, l'un des peintres les plus importants du Québec, qui a peint le décor de la chapelle du Sacré-Cœur. Entre 1917 et 1919, ce fils de menuisier a peint d'émouvants tableaux sur le thème de la Rédemption. Surnommé le Sage de Saint-Hilaire, Ozias Leduc fut marqué par quelques peintres impressionnistes, mais c'est surtout le courant du symbolisme qui stimula son intérêt pictural. Le travail de l'artiste était animé par une pensée mystique, selon laquelle l'homme est à la recherche d'un paradis qu'il espère reconquérir par la connaissance de la nature et la beauté de l'art. Joyau du patrimoine architectural religieux de Montréal,
le décor de la chapelle du Sacré-Cœur est l'une des œuvres majeures d'Ozias le Duc, le sage de Saint-Hilaire. En face de l'église, le parc La Haye rend hommage au fondateur de la paroisse Saint-Enfant-Jésus, où bat le cœur du quartier Saint-Louis du Maryland. Les Montréalais disent de moins en moins le plateau Mont-Royal. Ils disent le plateau, ou plus simplement plateau. On mange où ce soir? Plateau, t'habites où? Plateau. Des vacances cet été? Non, plateau. Comment est-ce que le plateau peut se passer du Mont-Royal? Avec la montagne, tu peux pas juste dire le mont ou le Royal, mais les beaux bouts du plateau. Là. Des fois, je pense que ça leur ferait du bien de regarder la définition du Petit Robert, le mot plateau. Étendue de pays assez plate, dominant les environs. Petit Robert, ça. L'imposant édifice dont la tourelle se profile majestueusement dans le ciel du plateau abritait autrefois la salle du conseil municipal de la ville de Saint-Louis-du-Maryland, un poste de police ainsi que la caserne des pompiers. Érigé en 1901 par l'architecte Joseph-Émile Vanier, l'hôtel de ville donne la mesure de l'essor que connaissait Saint-Louis à la fin du 19e siècle. C'était une ville industrielle prospère, l'une des plus grandes de l'île de Montréal. La ville de Saint-Louis n'est plus, mais elle a légué à la postérité sa caserne de pompiers, car les incendies, malheureusement, ne passent jamais de mode. On ne compte plus les joyaux du patrimoine montréalais qui ont été la proie des flammes, ni le nombre de familles qui furent jetées sur les pavés. L'héroïsme des soldats du feu n'en rejaillit qu'avec plus d'émotion. C'est pour leur rendre hommage qu'on vous invite à découvrir le Musée des pompiers, mieux connu sous le nom de Caserne 30. Une mine d'histoires et d'anecdotes. Saviez-vous, par exemple, qu'en 1819, des citoyens de Montréal ont combattu un incendie avec des balles de neige parce que toutes les pompes disponibles étaient hors d'usage? Je sais, moi aussi, je suis dubitatif, mais l'anecdote foi de pompier est véridique. Fondé en 1863, le département du feu était composé d'officiers et d'hommes constituant la police du feu de la cité. Il comptait alors 8 casernes. En 1871, la Ville de Montréal achète sa première pompe à vapeur, puis en 1812 arrivent les premiers véhicules motorisés de lutte contre le feu. Depuis ce temps, les casernes et l'outillage n'ont jamais cessé de s'améliorer, alors que le feu, lui, n'a pas changé depuis son invention. Toujours aussi sournois et menaçant. Dans la première moitié du 19e siècle, plusieurs incendies d'importance ravagent la ville, mais aucun n'est plus dévastateur que celui du 8 juillet 1852, alors que 1112 maisons furent détruites, laissant près de 15 000 personnes sans abri. Le Musée des pompiers témoigne de l'histoire du Corps des pompiers auxiliaires de Montréal qui fut créé en 1945 dans le but de prêter assistance aux pompiers sur le lieu des sinistres. Le meilleur ami du pompier, finalement, c'est le pompier auxiliaire. Pour mettre en valeur les documents et l'équipement de lutte contre les incendies, les pompiers auxiliaires ont créé un musée qui abrite de riches collections, témoignant des progrès technologiques réalisés au cours du 20e siècle, notamment en matière de communication. De tous les objets liés à la vie de la caserne, c'est souvent le plus bruyant qui captive l'attention. Il n'en faut pas plus pour déclarer l'état d'urgence et faire bondir les hommes de courage comme Alexandre Bertram, considéré comme le plus grand chef des pompiers dans l'histoire du service des incendies de la ville de Montréal. Pour lui et ses hommes, l'héroïsme était la valeur fondamentale. Depuis l'époque où le chef Bertram dirigeait le Montreal Fire Brigade, il en a coulé de l'eau dans les pompes. Révolu le temps où les seaux d'eau étaient portés de main à main à partir des points d'eau environnants ou que les pompiers volontaires devaient acheter cette eau à des porteurs itinérants. Les histoires de pompiers sont des faits d'armes qui tiennent de la légende. Chaque sinistre important que connaît l'histoire de Montréal a des conséquences directes sur la sécurité des citoyens. Ainsi,
La tragédie du Laurier Palace en 1927, où périssent 78 enfants, et l'incendie du café Bluebird en 1972 imposent l'adoption d'une réglementation plus stricte de la sécurité des bâtiments publics. Par ailleurs, avec la création du service municipal de lutte contre les incendies, Montréal s'enrichit depuis plus de 100 ans de magnifiques casernes de pompiers qui témoignent des grandes révolutions technologiques qui ont jalonné le parcours des combattants du feu. Ouvert uniquement le dimanche, entre 13h30 et 16h, le Musée des pompiers rend hommage à l'héroïsme et au courage de ces hommes qui ne dorment jamais. Au moment de notre tournage, ils ont même surgi de la mémoire pour répondre non pas à l'appel du feu, mais à la ferveur populaire. Quand les pompiers descendent dans la rue dans leurs beaux uniformes d'apparat pour battre le pavé, faire rouler leur mécanique et chanter leur sirène, c'est toujours un événement. Un défilé organisé par les pompiers auxiliaires de Montréal a parcouru les rues de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Pour une fois que les plus beaux véhicules des différents corps de pompiers de la ville, de la province et d'ailleurs circulaient sans urgence, on n'allait pas se priver du spectacle. Angle Laurier-Saint-Laurent, le Musée des pompiers auxiliaires de Montréal veille pour toujours sur la mémoire des soldats du feu. À quelques pas de là, au 152 de l'avenue Laurier-Ouest, le coup de feu prend un tout autre sens. Gros plan sur les touilleurs, un endroit de partage et d'apprentissage sur l'expérience culinaire. Première chose qu'on a appréciée en faisant le tour de la cuisine, c'est que la vaisselle était faite. Tout était impeccable. C'est à la propreté de sa cuisine que l'on reconnaît un vrai bon cuisinier. Touiller, certes, mais aussi récurer, astiquer, faire briller. Vous l'aurez compris, nous ne sommes ni tout à fait dans une boutique, ni complètement dans une cuisine. Entre les deux, les touilleurs ont trouvé le juste milieu culinaire. Vous allez voir, ce soir, c'est un super beau cours, simple, on peut tout refaire à la maison, mais c'est bien fait, ça goûte bon, c'est sans prétention. Un atelier de cuisine. Quoi de plus ludique et rassurant? Personne ne peut se tromper. Il y a un guide. G-U-I-D-E. Remarquez que les deux premières lettres sont les mêmes que pour gourou et que dans gourou, il y a goût. Guide ou gourou, les touilleurs ont du goût et un sens inné pour captiver l'attention de leur gourmand auditoire. Touiller, remuer, agiter une pâte ou un liquide. Même si le mot touilleur n'existe pas encore au dictionnaire, vous l'aurez compris, les touilleurs sont des agitateurs gastronomiques professionnels qui surfent sur la vague déferlante de la bonne bouffe. Avec la malbouffe, ce serait impossible. Imaginez les chaînes de fast-food proposer des ateliers de cuisine pour révéler leurs secrets de poulet frit industriel. Ça n'intéresserait personne. Les chaînes de fast-food cultivent le mystère. Les touilleurs, eux, révèlent leurs trucs. Quand on se sert d'un outil comme ça, même chose avec un blender, faut pas surestimer non plus, même si on a des bons outils, faut quand même mettre un liquide, t'sais, au moins pour couvrir les lames, pour aider la lame à tourner. François Lompré et Sylvain Côté, les touilleurs fondateurs, ont la passion de la cuisine. Depuis 2005, ils organisent dans leur boutique de la rue Laurier des ateliers gourmands en compagnie de chefs invités. Les ateliers de chefs ont lieu les lundis, mardis et mercredis de 18h30 à 21h30. Ils sont donnés par les meilleurs chefs de Montréal qui cuisinent des plats pour une douzaine de convives. En fait, c'est un honneur à chaque fois. Merci beaucoup de nous faire cet honneur-là. On fait. Et puis, on va trinquer parce que j'ai acheté... Thierry tenait à faire sa part aussi, puis il vous offre une bouchée de foie gras. Sur Laurier, les touilleurs remuent ciel et terre pour hisser vos papilles au firmament.
Tous les acteurs disent la même chose. Tourner dans des films, c'est d'abord attendre. Des heures et des heures d'attente interminables. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Les acteurs sont attendus sur le plateau. » Fait que là, tu t'en vas sur le plateau, puis là, ça recommence. T'attends. Puis tout le monde attend, là. Brad Pitt attend, Cameron Diaz attend, le moins petit figurant attend. Puis ça, c'est ceux qui ont des rôles, là, parce que les autres, des fois, ils attendent toute leur vie. Fait que le cinéma, c'est un métier d'attente. Donc, sans plus attendre, parce qu'on n'a pas toute la journée devant nous, on va plutôt parler de théâtre. Parce que ça, au moins, le théâtre, t'attends pas. Le rideau se lève, puis t'es dedans. Depuis 1970, le campus principal de l'École nationale de théâtre du Canada est situé au 5030 de la rue Saint-Denis. En 2011, pour célébrer le 50e anniversaire de sa fondation, l'école a inauguré une murale de 200 mètres carrés, conçue et réalisée par l'artiste Richard Morin. L'œuvre rend hommage aux disciplines enseignées à l'École nationale de théâtre. La trame de fond, aux couleurs un peu sombres, met à l'avant-scène les personnages, symboles des disciplines de la pratique théâtrale. L'auteur qui porte le texte, la mère, essentielle et omniprésente au théâtre, symbole de naissance et de vie. La jeune fille, représentant le futur, la jeunesse et les étudiants. L'homme oiseau, incarnant le jeu, l'acteur, la jeune femme à la robe, Velasquez, effigie du costume, et l'homme centaure, qui symbolise le metteur en scène. Cet ancien palais de justice qui abritait jadis la cour juvénile fut construit par l'architecte Jean-Omer Marchand, un géant de l'architecture au Québec. Aujourd'hui, les jugements portés sur l'École nationale de théâtre sont unanimes pour affirmer qu'elle contribue à la reconnaissance, au rayonnement et au développement de l'art théâtral et de sa pratique, en formant des professionnels dans toutes les disciplines. Une école nationale diversifiée, ouverte sur la société canadienne et sur le monde. Costumes, scénographie, mise en scène, interprétation, écriture dramatique, un exceptionnel terrain d'exploration et d'apprentissage. L'école abrite également le plus important centre de documentation dans le domaine du théâtre et de ses arts connexes au Canada. Une riche collection qui comprend plus de 35 000 pièces de théâtre en français et en anglais, publiées ou manuscrites, ainsi que près de 20 000 monographies portant sur tous les aspects du théâtre. D'abord à l'usage des étudiants et des professeurs de l'école, la bibliothèque peut aussi être fréquentée par des abonnés, moyennant des frais annuels. La bibliothèque abrite une maquette représentant The Globe Theatre, un théâtre élisabétain construit à Londres en 1599 et où furent créées de nombreuses pièces de Shakespeare, le grand dramaturge dont on ne cite même plus le prénom. Pourquoi d'ailleurs? That is the question. En 2012, pour la première fois de son histoire, l'école a présenté une production bilingue, réunissant les finissants des sections françaises et anglaises. Only in Montreal, la ville aux deux grandes cultures fondatrices. Au 5505 du boulevard Saint-Laurent, c'est l'avenir du monde virtuel qui se joue dans l'édifice PEC, une ancienne manufacture de Denain construite en 1903 et qui abrite aujourd'hui le siège d'Ubisoft. L'histoire d'Ubisoft commence en Bretagne, dans une entreprise parentale tournée vers les machineries agricoles, mais on y reviendra. Ou peut-être pas. Mais surtout, ne vous mêlez pas de ses affaires. Il y a tant de mystères autour de lui que même moi, je n'ose en parler. Ubisoft a tout fait de réaliser que son avenir n'était pas dans les tracteurs de ferme. Aujourd'hui, la croissance des revenus annuels de la compagnie atteint plus d'1 milliard d'euros. Chez Ubisoft, on compte en euros car c'est une compagnie française, mais solidement implantée à Montréal. Le succès d'Ubisoft, c'est d'abord sa créativité. Ils sont érigés en piliers. L'intelligence partagée nous rend plus puissants. Il est fondamental d'engager nos joueurs. Le succès mérite d'être célébré. Ubisoft a une longueur d'avance sur la compétition et aucune intention de se laisser dépasser. Et l'énergie. On ne sait pas si c'est le vent du large en Bretagne ou la caféine qui met le monde d'Ubisoft dans cet état-là, mais on l'a senti. Il y a un buzz dans le quartier. En fait, tout le monde autour de chez Ubisoft est plutôt dans une forme olympique. Et si ça avait à voir avec le café Olympico?
Niché au cœur du quartier du Myland, au 124 rue Saint-Viateur-Ouest, le Café Olympico a été fondé en 1970 et depuis, on n'a jamais arrêté d'y servir le meilleur café en ville. Comme c'est la pause café, la narration fait une pause. Le narrateur va en profiter pour déguster un latte façon maison. Pourquoi pas deux? Un petit quelque chose à grignoter avec ça? Merci beaucoup. Finalement, la pause va peut-être se prolonger un peu. Comme je ne peux pas parler la bouche pleine, je vous laisse en compagnie de la faune locale. N'hésitez surtout pas à faire connaissance, les habitants du Maryland sont reconnus pour être très faciles d'approche. Café Olympico, une affaire de famille qui répand ses bonnes effluves caféinées dans le quartier du Maryland depuis près d'un demi-siècle. Jouer du jazz, c'est comme le reste, ça s'apprend. Il faut faire des gammes, pratiquer de longues heures, écouter les grands maîtres. Mais avant de jouer du jazz, il faut maîtriser son instrument. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut entrer dans une grande école ou au conservatoire. Alors moi, personnellement, j'ai un faible pour le conservatoire. Je sais pas que ça soit plus fort, mais bon, j'ai un faible. Avec un bémol peut-être, puis même pas. Depuis son ouverture en 1943, le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal s'est beaucoup baladé. Du quartier latin à l'ancien palais de justice, en passant par le défunt palais du commerce, les musiciens errants ont enfin élu résidence permanente sur la rue Henri-Julien, au cœur du plateau Mont-Royal. Le Conservatoire, c'est mon alma mater. J'y ai étudié pendant presque 10 ans. Une décennie d'apprentissage instrumental et de partage musical. Je souhaite ça à tout le monde. Vivre immergé dans la musique, le bonheur. On aimerait que ça dure toujours. Bienvenue dans la cathédrale. Nous sommes dans la classe de trompette de Manon Lafrance, qui est également directrice du conservatoire. Ça mérite une fanfare. Bon, c'est une répétition, on s'entend, là? La première fonction d'un instrumentiste, c'est de répéter. Répéter jusqu'à la perfection. On va le reprendre dedans. Quand on joue dans un ensemble, le track est généralement réparti de manière égale entre les musiciens du groupe. Quand on se produit en solo, la pression se retrouve tout entière sur le même homme, et en partie sur son professeur. Joanne Harel, premier prix de violon et de musique de chambre du Conservatoire de Montréal. Aujourd'hui, chef de la section des cordes, depuis toujours, une immense pédagogue. Tu sais, ça gaspille parce que ça va tellement vite, puis il y a plein d'arpèges. Il faut que tu essaies de garder toujours ta main le plus groupée possible avec une articulation. Il faut que tu saches vraiment à l'avance qu'est-ce qui est conjoint, où sont les tons, les demi-tons. Quand tu as des arpèges, c'est comme tu as une extension. Dans la vie, les musiciens et les acteurs ne se fréquentent pas beaucoup. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas le même milieu. Les acteurs, ils sont bien entre eux, ils s'aiment, ils se trouvent beaux. Nous, les musiciens, c'est pas qu'on soit moins beaux, mais on est moins dans le paraître. Quoi qu'il en soit, les musiciens et les acteurs qui font le conservatoire sont ici pour apprendre à jouer. La formation en jeu au Conservatoire d'art dramatique de Montréal a pour but de préparer les élèves à entreprendre une carrière artistique professionnelle au théâtre, au cinéma, dans les médias et les domaines connexes. Il faut être prêt à tout pour gagner sa vie d'acteur. Donc, oui, Molière et Feydeau, oui, Michel Tremblay, mais aussi, oui, Fido et Miaou, leurs amis en peluche et la fée aux cheveux bleus. La vie est une vaste scène. Il y a des rôles pour tout le monde, donc sentez-vous bien à l'aise. Si vous entrez au conservatoire, les professeurs vont tout faire pour vous aider à vous en sortir. En dépit des apparences, sachez qu'au conservatoire, on étudie également l'histoire du théâtre, l'analyse de textes, la dramaturgie, la direction d'acteurs. Bref, c'est une vraie école. Ils ne sont pas toujours en récréation.
Que seraient les acteurs et les musiciens sans un public? Demandez à ceux qui jouent devant des salles vides et pleurez sur leur sort. Les acteurs sont dans la représentation, les musiciens dans l'interprétation. Il y en a même qui font de la création. Mais quelle que soit leur discipline, les artistes sont d'abord là pour vous, le public. N'arrêtez jamais de venir les applaudir. Ils ne peuvent pas se passer de vous. C'est dans leur gêne et dans leur plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sort du conservatoire? Une carrière en musique qui est toujours une possibilité. C'est pas la plus facile, mais il y en a qui arrivent. On peut aussi faire un mariage d'argent pour continuer à faire de la musique par amour. Ou alors, si on sort du conservatoire à l'heure du midi, on peut tout simplement aller manger une bouchée dans le quartier. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. En sortant du conservatoire, justement, ces deux acteurs, internationalement méconnus, ont décidé de faire revivre le conte des Trois Petits Bouchons. En fait, c'est Trois Petits Cochons, mais pour les besoins de notre émission, on a changé une syllabe. C'est pas beaucoup, mais ça fait toute la différence, vous allez voir. Le conte traditionnel des Trois Petits Cochons met en scène trois jeunes cochons, donc des cochonnets et un loup, grand et méchant. Ça se finit d'ailleurs très mal pour le loup, il tombe dans une marmite de soupe ici bouillante, puis il est mangé par un cochon. Bien fait pour lui. Aux Trois Petits Bouchons, on est dans un contexte complètement différent. Un coup d'œil sur la carte nous apprend que le loup ne figure pas au menu, pas plus que le cochon. Notre histoire devrait donc connaître une issue plus heureuse. Précisons d'emblée que les Trois Petits Bouchons est un bistrot à vin. L'impressionnante carte présente des crus et des cépages issus de cultures naturelles. On a dit et écrit beaucoup de choses sur les vins bio et la culture raisonnable. Aux Trois Petits Bouchons, le personnel en connaît suffisamment sur le sujet pour raconter l'histoire de chaque bouteille. En matière de vin bio, le vin est une histoire de goût, mais c'est aussi une histoire de soufre. Les vins bio n'en contiennent pas, ce qui fait des miracles pour éviter les maux de crâne. On peut donc boire, raisonnablement, sans se prendre la tête. En cuisine, l'accent est mis sur la créativité. Les Trois Petits Bouchons proposent une bouffe réconfortante à base de produits du terroir présentés de manière originale, comme ces huîtres délicatement posées sur des quenelles de poisson. Audrey Dufresne, c'est la tête et les mains de la création culinaire des Trois Petits Bouchons. La chef d'orchestre, en quelque sorte. Elle compose les préludes, soigne les contrepoints gustatifs et harmonise l'ensemble pour créer la musique qui enchante les papilles. Ainsi s'écrivent les partitions quotidiennes du répertoire des Trois Petits Bouchons. En salle, nos deux acteurs en instance de notoriété s'apprêtent à se faire raconter l'histoire des Trois Petits Bouchons façon gourmande. Il était une fois une fée des cuisines qui pratiquait son métier avec une passion peu commune. Entre ses mains, les produits du terroir devenaient des œuvres d'art et les fruits de la vigne se métamorphosaient en délicieux nectar. En simplicité, en douceur, le palais est séduit par la noblesse des saveurs. Pas une faute de goût, tout est affaire d'équilibre. Anthelme Brillat-Savarin, l'illustre gastronome français, affirmait que la gourmandise, quand elle est partagée, a l'influence la plus marquée sur le bonheur qu'on peut trouver dans l'union conjugale. Sans vouloir présumer du destin de nos deux acteurs en instance, il est à parier que ce repas aux Trois Petits Bouchons sera marqué d'une pierre blanche sur le savoureux sentier du bonheur partagé. Peu à peu, la gastronomie s'impose comme une culture. Déguster avec attention un plat en mémorisant les sensations dans le calme et la volupté. Xavier Burini, Michel Charette, Audrey Dufresne, il était une fois une trinité qui faisait l'unanimité sur le plateau. Tombe la nuit sur la ville assoupie, sonne l'heure de regagner le logis. Après une journée sur le plateau, à parcourir ses rues et arpenter sa mémoire, il est temps de reprendre le métro. De tous les héros qui sillonnent la ville, en voilà un anonyme qui ne se repose jamais sur ses lauriers.